Alors merci beaucoup Jean-Michel et toute l'équipe d'Hartmann de me faire encore l'honneur de participer à ces journées. J'ai fait dire qu'on est un peu dans le comique de répétition puisque l'hormonothérapie tous les ans, bon, mais le comique de répétition c'est bien parce que ça permet que ça rentre. Alors où en est-on 10 ans après? Ça, c'est des liens d'intérêt. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que je suis vendu à tous ces labos, mais que je travaille avec eux. Vous savez que l'hormonothérapie, c'est on va dire, le plus vieux traitement, entre guillemets, ciblé, hein, puisque les premières annexectomies, enfin ovariectomie en l'occurrence, chez la brebis, c'est 1898, si je ne me trompe pas. Et on avait mis en évidence une régression des tumeurs métastatiques de ces brebis. Et puis en fait, la grande révolution en hormonothérapie, pour remonter un petit peu plus loin de 10 ans, ça a été la découverte des récepteurs hormonaux et du tamoxifène. Vous savez qu'avant, on utilisait déjà l'argamanu, hein, l'hormonothérapie, avec les œstrogènes, les androgènes, les surénalectomies, les hypophysectomies, bien sûr les castrations, donc avec des gestes assez traumatisants, et que c'est la découverte des récepteurs et du tamoxifène qui a permis de mieux sélectionner nos indications, de confirmer l'efficacité de l'hormonothérapie et surtout de savoir à qui il fallait la donner. Alors, il y a 10 ans, vous savez qu'on proposait le tamoxifène, généralement pour une durée de 5 ans, et qu'on la proposait déjà à ce moment-là, il y a 10 ans, chez les patientes avant la ménopause, alors que pendant très longtemps en France, on avait réservé le tamoxifène aux patientes ménopausées, hein, puisque vous savez que le tamoxifène, c'est un médicament qui est en même temps un inducteur de l'ovulation, et donc avant la ménopause, on va observer des hyperœstradiolémies très importantes. Il ne faut surtout jamais doser l'œstradiol sous tamoxifène avant la ménopause parce qu'on se fait peur. Mais en fait, les anglo-saxons, et notamment les Anglais, ont bien démontré qu'en dépit de ces hyperœstradiolémies faramineuses, eh bien, l'efficacité du tamoxifène était inchangée, d'où l'utilisation qui a continué du tamoxifène donc avant la ménopause. Après la ménopause, avec les essais qui ont été menés il y a maintenant une vingtaine d'années, eh bien, on a démontré que les inhibiteurs de l'aromatase faisaient un petit peu mieux que le tamoxifène et qu'on pouvait, dans certaines situations, proposer du tamoxifène suivi d'inhibiteurs de l'aromatase, voire même d'inhibiteurs de l'aromatase suivi de tamoxifène, mais que l'important était que les patientes ménopausées aient un traitement par inhibiteur de l'aromatase parce que ça augmentait là aussi un petit peu le bénéfice par rapport au tamoxifène seul. Alors vous voyez que chez les femmes jeunes, eh bien, le tamoxifène donc, apporte un bénéfice avec une réduction de la mortalité par cancer du sein en valeur absolue de l'ordre de 10% chez les patientes traitées par tamoxifène par rapport aux patientes non traitées. Et vous voyez qu'on a également une réduction de la mortalité toute cause de l'ordre de 11%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'excès de mortalité induit par une toxicité potentielle du tamoxifène. Donc on a une réduction des patientes très jeunes, non ménopausées, traitées par tamoxifène de l'ordre de 10% à 15 ans. Alors, ce tamoxifène, il entraîne avant la ménopause un bénéfice dans tous les sous-groupes de patientes, hein, les patientes N-, N+, etc. Et on observe surtout qu'il y a une réduction du risque de rechute qui va survenir dans les premières années, dans les 5 premières années du traitement. Mais cet effet va se poursuivre au-delà, c'est-à-dire qu'on a une réduction du risque de rechute dans les 5 premières années, mais on continue d'observer une réduction du risque de rechute dans les 5 années qui suivent, avec un effet donc prolongé de l'efficacité du tamoxifène, certains disent un effet donc carry-over de cette molécule. Et donc, c'est confirmé donc en réduction de mortalité. Et donc, même au-delà de 10 ans, on voit le bénéfice du tamoxifène avec un risque relatif à 0,73, donc près de 30% de réduction du risque relatif, attention, pas de valeur absolue, de réduction du risque relatif de mortalité chez ces patientes.
On sait aussi que le tamoxifène, eh bien, il permet une réduction du risque de survenue d'un cancer du sein contralatéral de manière importante. On a voulu donc améliorer l'efficacité du tamoxifène en l'associant aux analogues LHRH. Il y a donc eu plusieurs essais. En fait, quand on fait une méta-analyse des publications, on n'a pas de bénéfice réel dans cette méta-analyse à l'ajout des analogues au tamoxifène, ni en survie sans progression, ni en survie globale. Mais des essais plus récents, comme les essais soft et text, eh bien, dans l'essai soft, on ne retrouve pas de bénéfice à l'ajout d'une suppression ovarienne au tamoxifène, ni en survie sans rechute, ni en survie globale, sauf pour un sous-groupe de femmes à haut risque de rechute qui avaient été traitées par chimiothérapie. Et vous voyez que pour ces femmes, eh bien, on a une amélioration de leur survie lorsque l'on ajoute les analogues au tamoxifène, 94% versus 90% de survie à 5 ans, avec un hazard ratio à 0,64. Quand on regarde une comparaison dans ces études entre le tamoxifène plus suppression ovarienne par rapport aux inhibiteurs de l'aromatase plus suppression ovarienne, on ne voit pas de bénéfice en survie globale dans les publications initiales, mais un gain en survie sans rechute en faveur de l'association inhibiteur de l'aromatase plus suppression ovarienne. Mais bien sûr, ça pose tout de suite le problème de la tolérance et de la qualité de vie de ces patientes, puisqu'on en reparlera, la castration plus les inhibiteurs de l'aromatase, ça fait beaucoup sur la sécheresse vaginale, sur l'ostéoporose, voire à long terme en cardiovasculaire. Alors, les inhibiteurs de l'aromatase, vous savez que c'est la référence après la ménopause. Pourquoi? Eh bien parce que là encore, je vais vous montrer une méta-analyse qui montre bien le gain en faveur des inhibiteurs de l'aromatase en réduction du risque des rechutes et en réduction du risque de décès. Donc vous voyez qu'en valeur absolue, on gagne 3,6% à 10 ans en réduction du risque de rechute et un peu plus de 2% en réduction du risque de décès. Alors, on a eu donc depuis ces données initiales, des données donc plus récentes ces dernières années, qui déjà nous ont montré que les patientes qui avaient une tumeur avec un envahissement ganglionnaire, eh bien, avec un envahissement, avec des récepteurs hormonaux positifs, eh bien, elles avaient des rechutes qui se poursuivaient longtemps après le diagnostic initial de la maladie. Vous voyez que c'est une méta-analyse là qui regroupe près de 62 000 patientes RH+, qui ont toutes été traitées par 5 ans d'hormonothérapie. Et donc, on regarde ce que ça donne à 20 ans. Et vous voyez qu'à 20 ans, y compris pour des patientes T1N0, donc des petites tumeurs sans envahissement ganglionnaire, eh bien vous voyez qu'on a à peu près 13% de rechute à 20 ans, et que ce pourcentage de rechute à 20 ans va augmenter en fonction, bien sûr, de la taille et de l'envahissement ganglionnaire. Vous voyez que s'il y a 4 à 9 ganglions envahis, même pour un T1, on va avoir 34% de rechute à 20 ans chez les patientes qui ont été traitées par 5 ans d'hormonothérapie. Donc, des rechutes tardives pour ces patients RH+, que malheureusement, on connaît bien. Alors, voilà sur ces courbes, le risque de rechute à distance sur les courbes de gauche et sur la courbe de droite, le risque de décès en fonction donc, de l'envahissement ganglionnaire chez ces patientes avec une tumeur RH+, traitée par 5 ans d'hormonothérapie. Donc, il faut améliorer ces résultats chez ces patientes RH+, parce que ça commence bien, mais ça peut mal se finir. Et comme je dis souvent, avec le cancer du sein, il faut malheureusement savoir attendre. Alors, comment améliorer ces résultats? Eh bien, une des premières pistes, ça a été de prolonger le tamoxifène en termes de durée. On a essayé de faire ça il y a très longtemps, et les résultats initiaux avaient été discordants, puisque dans les premiers essais, il n'y avait pas d'effet bénéfique, voire même une toxicité plus importante, notamment dans l'essai du NSABP B14, qui nous avait pas mal refroidi. Donc il y a eu une méta-analyse des essais publiés qui ne montrait pas de bénéfice significatif à prolonger le tamoxifène en termes de réduction de mortalité.
il y avait une tendance en termes de réduction du risque de rechute et un excès de cancer de l'endomètre statistiquement significatif, même s'il est numériquement faible. Dans cette méta-analyse, on a introduit les études plus récentes, comme l'étude Atlas et Atom, qui sont des essais randomisés avec un long recul qui montrent un bénéfice en faveur de la prolongation du tamoxifène. Et là encore, on va retrouver un petit gain, mais qui n'est pas dans la méta-analyse statistiquement significative, puisque vous voyez que le 1 est compris dans l'intervalle de confiance, mais qu'il devient chez les malades qui présentent un envahissement ganglionnaire. Et donc vous voyez que pour les patientes avec un envahissement ganglionnaire, eh bien, on a un bénéfice avec un odds ratio à 0,76 en faveur du tamoxifène prolongé. Donc il est logique de proposer aux patientes qui ont un envahissement ganglionnaire 10 ans de tamoxifène. Pour la suppression ovarienne, je vous ai dit qu'au départ, on n'avait pas vu de bénéfice à l'ajouter au tamoxifène. Et vous voyez que dans l'actualisation des essais soft et text publiés à 8 ans, eh bien, on a un bénéfice à ajouter la suppression ovarienne au tamoxifène et on a un bénéfice plus important à l'association exemestane plus suppression ovarienne. Quand on regarde la survie globale, eh bien, on a également un bénéfice à ajouter la suppression ovarienne au tamoxifène. On passe d'une population qui a un très bon pronostic, là, de 91,5% à 93,3%. Et là encore, le bénéfice est plus important dans un sous-groupe de patientes, qui est le sous-groupe de patientes qui restent préménopausées ou qui ne sont pas rendues ménopausées après la chimiothérapie, avec toujours des problèmes de définition de qu'est-ce que c'est que la ménopause après la chimiothérapie. Aménorrhée ne veut pas dire ménopause, donc c'est toujours un petit peu compliqué dans les essais de s'y retrouver. Voilà ce que ça donne au niveau des courbes. Alors elles ne sont pas spectaculaires, hein, donc vous voyez, pas de bénéfice en survie globale, mais un bénéfice chez les patientes qui ont antérieurement eu une chimiothérapie. C'est les courbes de droite sur les écrans. Vous voyez que quand on compare, tu mets tamoxifène plus suppression ovarienne versus exemestane plus suppression ovarienne, on voit le bénéfice en faveur de l'exemestane plus suppression ovarienne qui est statistiquement significatif en termes de survie sans chute, mais vous voyez qu'il ne l'est pas en termes de survie globale. Alors, et la durée des inhibiteurs de l'aromatase? Eh bien, on a eu des essais avec notamment le létrozole. Vous voyez cet essai qui a été publié en 2016, à peu près 2000 patientes qui avaient été traitées par hormonothérapie pendant 5 ans, qui ont été randomisées entre un placebo ou 5 ans supplémentaires de létrozole. Une médiane de suivi d'à peu près 6 ans, et vous voyez qu'il y a eu 165 événements apparus, rechute ou cancer du sein contralatéral, et il y a eu dans cette étude 200 décès, 100 dans chaque bras. La survie sans rechute à 5 ans, eh bien, elle est de 95% sous létrozole et de 91% sous placebo. Donc il y a une différence statistiquement significative en faveur du létrozole 10 ans. En survie globale à 5 ans, eh bien, la différence n'est pas statistiquement significative entre les deux populations. Mais par contre, on observe une réduction importante de survenue du cancer du sein contralatéral sous létrozole par rapport au placebo, avec, vous voyez, un hazard ratio à 0,42. Alors, quand on regarde cependant dans l'étude et qu'on s'intéresse aux décès, en fait, c'était une population de très bons pronostics, et en fait, 2 décès sur 3 n'étaient pas liés au cancer du sein. Et donc, quand on fait les calculs, il y a à peu près 1% de survenue de métastase en moins, 4,4% versus 5,5%. Et en termes de prévention, on va dire que pour un cancer du sein contralatéral prévenu, il y a eu à peu près 2,5 cas de fractures observées. Donc il faut toujours voir un petit peu le rapport bénéfice-risque de ces études. Il y a eu d'autres essais publiés plus récemment
avec la prolongation toujours des inhibiteurs de l'aromatase chez des patientes antérieurement traitées par tamoxifène ou par des séquences tamoxifène suivies des inhibiteurs de l'aromatase. Vous voyez l'étude DATA qui, après 2 à 3 ans de tamoxifène, randomisait les patientes entre 6 ans d'anastrozole ou 3 ans d'anastrozole. L'étude idéale, c'était une étude où les patientes avaient été traitées pendant 5 ans par tamoxifène suivi d'inhibiteur de l'aromatase ou par tamoxifène ou par inhibiteur de l'aromatase, qui était randomisée ensuite entre 5 ans de létrozole ou 3 ans, 2 ans de létrozole, ça dépendait, 2 à 3 ans, on va dire, de létrozole. Et dans l'étude du NSABP 42, pareil, les patientes avaient été traitées soit par tamoxifène suivi d'inhibiteur de l'aromatase et ou inhibiteur de l'aromatase sol, et elles étaient randomisées entre à nouveau 5 ans de létrozole ou rien. Qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, en fait, dans ces études, avec un recul qui est pour le moment encore court, pas de bénéfice à la prolongation du traitement par inhibiteur de l'aromatase, tant en survie sans rechute qu'en survie globale, avec par contre un bénéfice en risque de développer un cancer du sein contralatéral observé dans ces essais. Du coup, là encore, il y a eu des méta-analyses qui ont été effectuées pour essayer de compiler un peu tous ces essais sur la durée de l'hormonothérapie. Vous voyez que dans cette méta-analyse, là, il y a 11 essais randomisés qui regroupent 29 000 patientes qui ont été retenues. Ils ne retrouvent pas de bénéfice à l'hormonothérapie étendue en survie globale, toutes causes confondues. Mais il y a par contre un bénéfice en survie spécifique par cancer du sein, avec un odds ratio à 0,87, et un bénéfice en survie sans rechute à 0,87 également. Mais dans cette méta-analyse, le bénéfice n'est observé que pour les patientes qui présentaient un envahissement ganglionnaire. Donc, qui nécessite un traitement prolongé? Si on peut essayer de répondre à la question en fonction des données actuelles que l'on a. Les patientes qui présentent un envahissement ganglionnaire, très certainement. Pour certains, les tumeurs volumineuses, parce que dans l'essai ATTAC, c'est ces patientes-là avec une tumeur volumineuse qui en avaient le plus bénéficié. Pour certains, les tumeurs luminales B, celles qui présentent un KI67 élevé, ça peut être paradoxal, hein, c'est les tumeurs qui sont moins hormonosensibles, mais étendent l'hormonothérapie leur semble davantage profitable. Certains ont mis en évidence le rôle délétère des récepteurs aux œstrogènes hétérogènes, notamment pour les cancers luminaux A. Vous savez qu'il y a toujours une hétérogénéité dans les clones tumoraux. Et donc, quand on met en évidence que dans une tumeur, il y a des récepteurs aux œstrogènes hétérogènes, eh bien, il y a un moins bon pronostic. Certains ont pu mettre en évidence également que les cancers RH+, qui s'accompagnaient de cellules tumorales circulantes, pourraient bénéficier de traitements prolongés. Et puis, les tests génomiques dont on a déjà parlé pourraient également nous aider dans la sélection de patientes pour lesquelles un traitement de 10 ans serait plus efficace qu'un traitement de 5 ans. Alors, le problème également, c'est qui va accepter de poursuivre 10 ans d'hormonothérapie. Vous savez qu'il y a des effets indésirables, notamment aux inhibiteurs de l'aromatase. Ça, c'est une méta-analyse de 7 essais qui regroupent à peu près 16 000 patientes. Donc, on observe un excès d'événements cardiovasculaires, un excès de fractures osseuses et un excès d'arrêt de traitement pour les patientes qui prennent cette hormonothérapie au long cours. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas de risque de second cancer en excès et pas de décès autre que par cancer du sein de manière statistiquement significative. Quand on regarde l'observance, là, 29 études avaient été reprises et vous voyez qu'il y a quand même 31 à 73% d'arrêts prématurés dans ces données internationales avec des facteurs d'arrêt dont on pourrait discuter. Qu'en est-il en France? On n'a pas beaucoup de données. J'ai retrouvé cette étude qui est une étude de la sécurité sociale, qui est une étude à la louche, qui a été effectuée à Bordeaux sur une cohorte de 600 femmes ayant débuté une hormonothérapie entre 2006 et 2007. Eh bien, ils observent 30% d'abandon de traitement à 5 ans. À l'échelle de la France, ça ferait quand même 24 000 femmes, donc c'est pas rien. Alors,
la logique, je pense que ça semble de proposer les hormonothérapies longues en cas d'envahissement ganglionnaire, probablement de tumeurs volumineuses, peut-être de tumeurs RH+ proliférantes, et certainement aussi plus facilement chez les femmes jeunes. C'est chez celles-là qu'il va y avoir le plus, j'ai failli dire, de double peine, et ce n'est pas forcément chez celles-là que c'est le plus facile à proposer, ce d'autant qu'elles ont souvent des désirs de grossesse. Je pense qu'il faut déjà vérifier que les traitements sont bien pris pendant 5 ans, et notamment sous l'auteur de l'aromatase, on a pas mal de surprises sur l'observance réelle de nos traitements. Alors, Jean-Philippe Spano a dit qu'il y avait des nouveautés dans l'hormonothérapie, et donc je vais dire un petit mot en situation métastatique des progrès de l'hormonothérapie actuelle, non pas dans les 10 ans passés. Et donc on va actuellement, en situation métastatique, associer de plus en plus fréquemment des médicaments qu'on appelle les anti-CDK4/6 à l'hormonothérapie. Alors qu'est-ce que c'est que les anti-CDK4/6 ? Eh bien, ce sont des inhibiteurs de protéines kinases dépendantes des cyclines, et c'est tout à fait important comme nouvelle stratégie dans ces cancers du sein. Donc ces CDK s'associent à des cyclines spécifiques qui contrôlent des points de transition, donc appelés checkpoints en anglais, au niveau du cycle cellulaire. Donc ça va bloquer le cycle cellulaire. Et donc on va observer ces points de transition, donc, qui sont réglés par des protéines dont les kinases dépendantes de cycle, donc les CDK dont je viens de parler. Et donc on va avoir un blocage au niveau de ces différents points de transition, de ces checkpoints, par ces anti-CD4/K6 qui vont donc bloquer le cycle cellulaire pour former donc bloquer une voie d'activation donc importante dans les cancers du sein, qui a été montrée comme étant particulièrement importante chez les patientes dont la tumeur s'accompagne de récepteurs hormonaux positifs. Alors, il y a plusieurs de ces inhibiteurs qui ont été récemment donc, commercialisés et qui ont eu l'AMM dans le traitement des cancers du sein métastasés. Donc on a le palbociclib, le ribociclib et l'abemaciclib qui est en développement. Et ces études, donc là je vais en montrer quelques-unes, ont été menées donc chez des patientes, là vous voyez 666 patientes ménopausées avec un cancer RH+, R2-, en première ligne de métastase. Donc les patientes ont été traitées antérieurement en situation adjuvante, elles avaient des cancers donc hormonosensibles, elles rechutent en première ligne, et on va comparer le palbociclib, l'anti-CD4/K6, associé donc au létrozole, qui est un inhibiteur de l'aromatase, versus placebo plus létrozole. Et vous voyez qu'en termes de survie sans progression, eh bien, on passe de 14,5 mois sous hormonothérapie seule à 24,8 mois lorsqu'on associe le palbociclib à l'hormonothérapie. Donc vous avez les courbes qui illustrent tout à fait l'efficacité de ces nouveaux traitements. Deuxième molécule, le ribociclib, qui est un cousin très proche du palbociclib. Là encore, même méthodologie, 668 patientes ménopausées, une tumeur RH+, R2-. En première ligne métastatique, on compare ribociclib plus létrozole versus placebo plus létrozole. Eh bien, vous voyez que la médiane de survie sans progression n'est pas atteinte dans le bras ribociclib hormonothérapie, alors qu'elle est de 14 mois sous létrozole seul, avec un taux de survie sans progression de 63% à 18 mois contre 42%, donc un bénéfice en faveur du ribociclib associé au létrozole par rapport au létrozole seul. Et ce bénéfice là est observé dans les sous-groupes dans tous les sous-groupes de ces patientes ménopausées métastasées. Voilà la courbe, là aussi, qui illustre bien le bénéfice avec un hazard ratio à 0,56. L'abemaciclib, donc c'est une molécule qui est développée par Lilly. 493 patientes ménopausées RH+, R2-, toujours pareil, en première ligne métastatique ou en rechute locale. Et on compare, cette fois-ci, l'abemaciclib
plus l'anastrozole ou le létrozole versus excusez-moi, j'ai fait une bêtise, versus l'hormonothérapie plus un placebo. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe? On observe là encore un bénéfice du même ordre d'idées en faveur de l'association abemaciclib plus hormonothérapie, avec un hazard ratio à 0,54. Là encore, la médiane de survie sans rechute n'est pas atteinte dans le bras inhibiteur de CD4K6 plus inhibiteur de l'aromatase par rapport aux inhibiteurs de l'aromatase seul. Cette molécule, elle a des toxicités un peu différentes des autres. Vous voyez que c'est une molécule chez laquelle on va observer davantage de diarrhée, neutropénie, fatigue, nausée. Les effets indésirables des anti-CD4K6, c'est essentiellement la chute des globules blancs, peu d'infections et peu d'épisodes septiques avec fièvre. Il peut y avoir quelques nausées, il peut y avoir une asthénie et de rares cas aussi d'alopécie, pas du même niveau bien sûr que sous chimiothérapie, mais il y a quand même des patientes qui signalent des épisodes d'alopécie. Pour l'abemaciclib, on a en plus, on va dire, la diarrhée et plutôt moins de neutropénie. Alors, je crois qu'on a fait de nombreux progrès dans l'hormonothérapie, notamment dans les indications et l'optimisation de nos traitements. On a de nouvelles pistes thérapeutiques tout à fait séduisantes, notamment avec ces inhibiteurs de CD4K6. Il faut savoir qu'il y a des essais en adjuvant qui ont démarré, où on traite les patientes en adjuvant entre inhibiteurs de l'aromatase versus inhibiteurs de l'aromatase plus anti-CD4K6. On peut associer ces médicaments au tamoxifène si on ajoute donc une suppression ovarienne au tamoxifène. Et donc, c'est des molécules qui vont arriver, je pense, assez rapidement sur le marché en situation adjuvante. Là encore, il faudra bien sélectionner les patientes qui vont en bénéficier le plus. Je crois qu'il nous reste beaucoup de progrès à faire quand même dans l'amélioration des effets indésirables de ces traitements pris au long cours. Je crois que c'est un des gros problèmes de l'hormonothérapie. Comme ça, on a l'impression, et en tant que cancérologue, on a longtemps raisonné comme ça, c'est rien à côté d'une chimiothérapie, c'est pas toxique parce qu'il n'y a pas les effets indésirables immédiats, brutaux, que l'on peut observer sous chimiothérapie. Mais il faut savoir quand même qu'avec le recul, quand on fait des enquêtes de qualité de vie 10 ans après, c'est finalement l'hormonothérapie qui aura le plus embêté les patientes. Donc, on a beaucoup de progrès à faire. J'insiste sur l'essentiel qui reste d'augmenter les chances de guérison de ces femmes. Jean-Michel l'a dit tout à l'heure et il m'a fait très plaisir. Il faut désescalader très certainement. Il faut plutôt mieux sélectionner nos indications thérapeutiques. Et il y a encore 12 000 femmes qui meurent par an par cancer du sein en France. Donc on a encore des progrès à faire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Marc. On n'a pas fini de te réinviter quand même, toi, je pense. C'est très net, vous voyez, le discours sur l'hormonothérapie, comme vous l'a fait excellemment Marc. On a le même qu'on faisait sur la chimiothérapie il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on attend quoi? On attend que la biologie, la recherche fondamentale, que ça soit avec les signatures, que ça soit avec les cellules circulantes, nous permette de démembrer un peu ces malades-là. Parce qu'on en reste sur les travaux absolument remarquables et fascinants de Péto, avec ces dizaines de milliers de malades suivis pendant des dizaines d'années. C'est absolument fascinant, mais ça ne convainc pas toutes nos patientes, surtout que derrière, elles ont quand même l'intox de toutes leurs copines qui leur disent l'hormono, faut pas prendre, l'hormono, faut pas prendre, l'hormono, faut pas prendre. Elles n'ont pas complètement tort. Elles ne sont pas complètement tort. Nous, on arrive avec Péto. Ce qui nous a tués, c'est finalement que le tamoxifène, sa première thérapie ciblée, où on a des récepteurs hormonaux qui conditionnent très étroitement l'efficacité de l'hormonothérapie, donc on était très contents. Mais finalement, ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça le sujet. Il y a d'autres questions qui se posent. Et c'est là que Atlas, Atome et autres avancent. Mais on n'est pas assez crédible parce qu'on n'est pas assez pertinent dans le choix individuel des malades pour lesquels il faut vraiment pousser à l'hormonothérapie. Et celle, probablement, il faut moins y pousser. On fait des raisonnements très statistiques, un peu pas assez convaincants. On est quand même la tolérance de traitement qui est difficile.
Question, allez-y, on va faire À bien 2 minutes de questions. réfléchir, Oui. je me demande, est-ce que vraiment le tamoxifène doit garder sa place? Est-ce que, pour quelle raison? Est-ce que c'est par atavisme ou c'est un fait historique? Quand on a des inhibiteurs, pourquoi, avant le ménopause, de ne pas le donner? Vous avez occulté les effets indésirables du tamoxifène. Est-ce que vraiment, sincèrement, c'est une question un peu hérétique, mais on peut réfléchir à ça. Non, ce n'est pas hérétique du tout. Vous avez vu quand même que le bénéfice en valeur absolue des inhibiteurs de l'aromatase par rapport au tamoxifène, c'est 2-3%. Hein, donc c'est un bénéfice réel, mais modeste. Après, il y a des patientes, en termes de qualité de vie, qui ont une qualité de vie épouvantable avec les inhibiteurs de l'aromatase. Hein, pas toutes, il y en a qui supportent très bien, mais il y en a d'autres, ça leur empoisonne vraiment la vie et elles arrêtent leur traitement, même si elles ne nous le disent pas. Donc le tamoxifène, il a sa place, et il a sa place surtout chez les patientes non ménopausées. Parce qu'avant la ménopause, les inhibiteurs de l'aromatase ne marchent pas, aucune efficacité. Hein, parce qu'ils n'ont pas la puissance suffisante par rapport à la somme d'oestrogènes qui circule. Donc il n'y a pas l'efficacité, donc on est obligé, pour qu'il soit efficace, d'y associer une suppression ovarienne. Or, suppression ovarienne plus inhibiteur de l'aromatase, je persiste, c'est double peine pour les patientes. Et c'est encore plus mal toléré que l'inhibiteur de l'aromatase seul. Donc, c'est parfois nécessaire quand elles ont un mauvais pronostic et qu'elles sont jeunes. Voilà. Mais on ne peut pas généraliser l'utilisation des inhibiteurs de l'aromatase à tout le monde, sûrement pas. Et le tamoxifène, c'est une vieille molécule, mais ce n'est pas une mauvaise molécule.